Bon après-midi tout le monde. On va terminer le chapitre 3, puis terminer la matière pour notre théorie de chimie des solutions cet après-midi. Ce qui nous reste à voir, c'était deux petites sections du chapitre 3, les sections 3.9, 3.10, qui portaient sur les équilibres de produits de solubilité et sur les questions de précipitation. Euh, les questions de précipitation, c'est quelque chose qu'on avait parlé en chimie générale quand même un petit peu. On avait fait un labo complet là-dessus, puis on avait fait un petit cours là-dessus. C'est pas moi qui l'avais fait parce que j'étais absent là, en fin de session passée. Mais ceux qui étaient dans mes groupes, par exemple, c'est Élise et Alexandre, je pense, qui avaient complété ça. On avait parlé des précipitations dans le cadre du mélange de sels peu solubles. Lorsqu'on mélangeait différents sels, il y avait une possibilité que le sel résultant de ce mélange-là soit un sel peu soluble, puis à ce moment-là, il y avait une précipitation. C'était ça l'expérience 11 qu'on avait faite, que vous aviez fait là, à la fin de votre cours. Vous aviez, je pense, 8 solutions différentes. Il fallait mélanger tout ça, puis après ça, trouver c'est quoi le sel inconnu là, grâce aux résultats qu'on avait obtenus préalablement. Donc, on avait aussi parlé d'équations ioniques, d'équations ioniques nettes, d'équations équilibrées. C'était des concepts vraiment plus au niveau de la réaction chimique comme telle, mais on ne s'était vraiment pas attardé sur les maths derrière ça. On ne faisait aucun calcul avec ça. C'était vraiment juste d'aller cibler, bon, est-ce que mon sel, c'est un peu soluble, oui ou non? That's it. Okay, ça s'arrêtait là. Là, nous, on va un petit peu plus loin dans le cadre de chimie des solutions. Où est-ce qu'on va, c'est-à-dire qu'on va aller regarder c'est quoi les petits calculs qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait traiter ces problèmes-là comme des problèmes d'équilibre. Puis si ça précipite, est-ce qu'on serait en mesure de trouver quelle quantité qui précipite à ce moment-là? Donc, commençons avec, encore une fois, le petit rappel que je vous parlais. Ça, c'est le tableau qu'on vous avait présenté dans la fin du cours de chimie, de chimie générale. Pardon. On avait différentes catégories. Il y avait des sels qu'on considérait comme étant solubles. Ces sels solubles-là, ils étaient solubles en grande quantité. Donc, on avait différentes catégories. On se disait, bon, mais dès qu'on a un sel avec Na+, par exemple, ça va tout le temps être soluble. Dès qu'on a un sel avec NO3-, ça va tout le temps être soluble. Donc, ces sels-là, très, très solubles, peuvent être vraiment présents en grande quantité dans de l'eau. Si on prend NaCl, par exemple, lui, il est fait avec Na+, donc tout le temps très soluble. Dans 1 litre d'eau, le NaCl, on sera en mesure de les dissoudre 360 grammes de sel. Allez voir pour le fun, là, je ne sais pas si vous avez chez vous les genres de petites boîtes carrées de sel qu'on retrouve souvent dans les garde-manger. Ça, c'est classique quand on fait de la bouffe. Là. Je pense que ces petites boîtes de sel-là, c'est peut-être quelque chose comme un 500 grammes de sel. Puis 1 litre d'eau, pensez à 1 litre de lait. Là, on pourrait dissoudre 360 grammes de sel dans 1 litre d'eau. C'est énorme. C'est des sels qui sont extrêmement solubles. Comparativement aux peu solubles, qui, eux, souvent vont se dissoudre on parle de milligrammes par litre d'eau, des fois quelques grammes par litre d'eau, mais c'est des très, très, très petites quantités là, qu'on est capable d'aller dissoudre. Ce tableau-là, ce n'est pas un tableau que vous allez avoir de besoin, vous, dans le cadre du cours. On va voir qu'il y a une façon beaucoup plus simple d'aller vérifier si on a un sel qui est peu soluble ou non. C'est cette façon beaucoup plus simple-là qui va nous intéresser là, pour être en mesure de faire cette détermination-là. Donc, si on continue tranquillement, qui dit sel peu soluble dit équilibre de solubilité. Okay? C'est quoi la logique derrière ça? Pourquoi est-ce que dès qu'on a un sel peu soluble, on peut travailler sous forme d'équilibre? Moi, ce que je viens de vous dire, c'est que les sels qui sont peu solubles, on peut les dissoudre seulement en très, très, très petite quantité. Donc, ce qui veut dire, mettons qu'on parle de 1 ou 2 mg. Ça veut dire que dès que je mets une petite grenouille, un petit bout de poudre, un petit bout de cristal dans ma solution, je vais atteindre le point de saturation, puis je vais avoir un surplus de sel qui est présent, donc je vais avoir une quantité qui va précipiter. Ce qui veut dire que les sels peu solubles, on va tout le temps se retrouver, ou très très souvent se retrouver en situation qu'on a une partie du sel qui est solide, parce qu'on en a trop carrément, puis on a aussi une partie du sel qui est présent sous forme aqueuse. Ça, c'est-à-dire le sel, une fois qu'il a été séparé dans ces deux ions, va être présent sous forme aqueuse.
Okay? Donc, étant donné qu'on a à la fois le solide qui est présent, puis à la fois les deux ions qui sont présents, donc à la fois le réactif, à la fois les produits, bien, notre réactif pourrait se transformer en produit, comme nos produits pourraient se transformer en solide. Okay? Puis c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver en situation d'équilibre. Notre concentration, une fois qu'on a atteint le point, une fois qu'on a atteint la solubilité maximale, bien, la concentration des ions ne changera plus, mais ça ne veut pas dire que la réaction est arrêtée. Rappelez-vous, dans le concept d'équilibre dynamique, la réaction n'est jamais arrêtée. C'est juste que la vitesse à laquelle la réaction directe se produit est égale à la vitesse à laquelle la réaction inverse se produit. Donc, notre état d'équilibre, c'est simplement que VD, donc vitesse directe, est égal à VI, vitesse inverse. Qui dit équation, réaction à l'équilibre, dit constante d'équilibre. Bien, on a encore une constante d'équilibre pour ce type de réaction-là. Celle-là, on l'appelle KPS. Donc, on a vu nos constantes d'équilibre K tout court. On a vu les K, KB pour les constantes d'acidité, constantes de basicité. Là, on voit KPS pour constante de produit de solubilité. Produit parce qu'on fait une multiplication carrément, puis solubilité parce que la concentration qu'on trouve, la concentration qu'on multiplie, bien, en fait, c'est la solubilité du composé. Fait que notre expression de la constante d'équilibre, c'est la même chose qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est tout le temps les mêmes règles. Produits disseux réactifs. Donc, nos produits, bien, on a calcium et l'ion calcium 2+, et l'ion fluor moins. Ne pas oublier le petit coefficient stoichiométrique, on doit le mettre à l'exposant. Et là, notre seul réactif, c'est un solide. Si on se rappelle bien, les solides, on n'en tient pas compte dans... on n'en tient pas compte dans le constant d'équilibre. Donc, c'est comme si on avait, dans le fond, carrément divisé par 1. Mais tant qu'à avoir CA2 fois F- divisé par 1, ben, on ne fait juste pas le mettre carrément. Là. Okay? On a une expression de la constante d'équilibre pour les sels. Ça va toujours ressembler à ça. Faites attention, ça fait un bon 1 mois là, que quasiment tous nos coefficients stoichiométriques, c'est des 1 partout. Pour les acides, pour les bases, quand on faisait nos titrages, nos solutions tampons, nos ions communs, c'était des 1 partout. Là, on va avoir des coefficients stoichiométriques de 2, de 3 qui vont apparaître. Donc, il ne faut pas les oublier dans l'expression de notre constante d'équilibre. Dans votre manuel, à page 369-371, vous avez une table avec tout plein de constantes d'équilibre. Tantôt, je vous ai dit, on va avoir un meilleur truc pour savoir si c'est un sel qui est peu soluble ou non. Bien, là, voilà notre truc. Dès que vous voyez, mettons que je vous mets un problème où est-ce que vous avez du CaF2, comme à l'écran, bien, si je veux savoir si le CaF2, c'est un sel qui est très soluble ou c'est un sel qui est peu soluble, je sors mon manuel, je m'en vais voir dans ma page 369, 370, 371. Si je vois que le CaF2 est présent dans ma table avec mes constantes de produit de solubilité, ça veut dire que c'est un faible. S'il n'est pas présent, ben, s'il n'y a pas de constante d'équilibre, ça veut dire que ce n'est pas un peu soluble, ça veut dire que ça va être un très soluble. OK? Donc, c'est vraiment ça la façon qu'on va utiliser. C'est beaucoup plus réaliste aussi. Dans la vie de tous les jours, je n'apprends pas toutes les sels par cœur, s'ils sont solubles ou sont pas solubles. J'ai des outils de référence que je peux utiliser. C'est comme ça qu'on va procéder là, pour reconnaître si c'est un peu soluble ou si c'est un très soluble. Maintenant, on parle de constante de produit de solubilité. Il faudrait peut-être prendre un petit 2 minutes pour parler de c'est quoi la solubilité. On définit la solubilité comme étant la quantité d'un composé qu'on peut dissoudre dans une certaine quantité d'eau. Okay? Nous, généralement, dans le cadre du cours, on va travailler avec en mol par litre. On va parler de solubilité molaire, tout simplement parce que tous nos calculs avec la constante d'équilibre, c'est en mol par litre. Mais ça serait facile d'aller convertir le tout en grammes par litre à partir de la masse molaire. Ce n'est pas très, très problématique. Maintenant, la quantité d'un composé, on a vu au tout début du cours, dans le chapitre 1, qu'on peut parler de solubilité d'un gaz, par exemple, dans un liquide. Mais à ce moment-là, souvent, nos solubilités de gaz dans un liquide, on va parler de milligrammes par 100 millilitres d'eau. Donc, il y a différentes façons de l'exprimer. Mais comme je dis, nous, dans le cadre de ce chapitre-là, puis pour cette section-là, c'est vraiment en mol par litre que ça va nous intéresser. Faites attention, OK? La constante d'équilibre, ce n'est pas égal à la solubilité. La constante d'équilibre, c'est la constante du produit de solubilité. Donc, on multiplie nos solubilités pour arriver à la constante d'équilibre. Mais notre constante comme telle, ce n'est pas notre solubilité. Cependant, on veut voir que si on connaît la constante,
ben, trouver la solubilité, c'est super facile. Puis si on connaît la solubilité, trouver la constante, c'est aussi super facile. Okay? Nos 2 premiers exercices qu'on va faire ensemble dans quelques instants sont direct là-dessus. On va se diriger tout de suite vers un premier exercice qu'on va faire ensemble pour vérifier là, pour vérifier ça ressemble à quoi un petit peu ce genre de problème-là. En théorie, des problèmes de KPS comme ça, c'est quelque chose que vous avez fait au secondaire. Ça se peut-tu? C'est-tu quelque chose qui a déjà été fait au secondaire? Je peux dire des petits crochets verts, c'est quelque chose qui vous rappelle vaguement quelque chose? Le calcul de KPS, constante de produit de solubilité ou pas du tout? Pas du tout, vous me faites un petit non. Si ça vous rappelle un petit quelque chose, vous me faites un petit oui. Bon, 3 oui, 1 non. Les autres, c'est parce que vous n'êtes pas présent. Bon, ceci dit, ça fait quand même un bout de temps que vous avez fait ça. C'est pour ça qu'on prend le temps, là, on va prendre le temps ensemble d'aller regarder un premier problème comme ça ensemble, d'en faire quelques autres. Enfin, on va voir 4 problèmes ensemble aujourd'hui. Le premier, on le fait ensemble. Puis les autres, par la suite, on va faire comme la même petite méthode qu'on utilise d'habitude. Je vous laisse quelques minutes pour travailler. Mais pour le premier, là, je fais ça avec vous. Donc, trouver la solubilité dans l'eau du AgCl à l'aide de son KPS. Là, tout de suite, je vous donne une valeur de KPS pour le AgCl. Le fait que je vous donne une valeur de KPS, automatiquement, ce qu'on peut déduire avec ça, c'est que c'est un sel peu soluble. OK? Ça, c'est dans nos définitions, c'est ce qu'on parlait un petit peu plus tôt. Donc, dès qu'on sait qu'on a un sel peu soluble, ben, on va avoir notre réaction à l'équilibre, puis là, on peut procéder à faire notre équation, à bâtir notre équation. Les équations de solubilité, c'est toujours le même concept. Okay? On va avoir notre sel qui est présent sous forme solide au niveau des réactifs, puis on va avoir nos 2 ions qui sont présents sous forme aqueuse au niveau des produits. On doit s'assurer de bien placer nos coefficients stoichiométriques. Là, ici, j'ai un Ag puis un Cl. Fait que, du côté des produits, j'ai un seul Ag puis un seul Cl. Si j'avais du Ag2, par exemple, quelque chose d'autre, ben là, j'aurais 2 Ag qui devraient être présents ici. Okay? Donc, on s'assure de bien faire fitter nos coefficients stoichiométriques avec ce qu'on a comme sel initial. Ensuite, ben, on complète notre tableau d'équilibre comme on est habitué de le faire depuis un mois et demi. On a nos coefficients de 1 ici, comme on vient de parler. Initialement, on n'a pas de ces 2 ions-là qui sont présents dans l'eau. Dans le fond, la solubilité dans l'eau, ce qu'on veut dire, c'est qu'au départ, tout ce que j'ai, c'est un bécher d'eau, mettons. Puis là, je mets du AgCl, puis je veux trouver sa solubilité. Ben, dans mon bécher d'eau, initialement, j'ai rien d'autre. J'ai juste de l'eau. Fait que j'ai pas d'Ag+, mais j'ai pas de Cl-. C'est pour ça que j'ai 0 des 2 côtés ici. Maintenant, comment savoir si c'est plus X ou moins X? Ben, justement, dès qu'on a un 0, c'est obligé d'être un petit plus qui est présent parce que je ne peux pas avoir 0 moins quelque chose. Donc, on va avoir plus du côté des produits. Du côté des réactifs, là, lui, c'est un solide. Donc, notre solide, là, on le laisse faire. Il ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de travailler avec. C'est vraiment juste nos hackers qui vont être présents. Là, ici, je fais un petit peu comme votre manuel. Au lieu de prendre plus X, moins X, ils prennent plus S ou moins S. S, tout simplement parce qu'on parle de solubilité. Okay? Mais c'est la même logique. Rendu là, si vous prenez la variable que vous voulez, si vous voulez prendre X, Y, Z, alpha, iota, gamma, on s'en fout là, de la variable que vous prenez. C'est la même logique. Là. Okay? En même temps, si vous utilisez S, puis ça vous assure que vous vous rappelez que c'est solubilité, ben, why not coconut, comme on dit. Ce qui veut donc dire qu'on a 2 beaux gros S à la fin lorsqu'on est à l'équilibre. Si on vient ensuite faire l'expression de la constante d'équilibre, c'est-à-dire concentration de Ag+, fois concentration de Cl-, bien ça devrait nous donner notre valeur de constante d'équilibre. Là, on a une équation extrêmement difficile à résoudre. 1,77 fois 10 à la moins 10 est égal à S carré. Fait que si je viens faire racine carrée à gauche puis racine carrée à droite, bon, ben, ça devrait me donner ma réponse, c'est-à-dire 1,33 fois 10 à la moins 5. Ça veut dire que dans chaque litre d'eau que j'ai, ben, je serai en mesure d'aller dissoudre 1,33 fois 10 à la moins 5 AgCl.
Ça, c'est vraiment pas beaucoup, là. OK? Pour vous donner une idée, si on va regarder c'est quoi, par exemple, la masse molaire de AgCl rapidement, ben, on verrait qu'on est à 143,32. Fait que si on vient ensuite calculer le tout, 143,32 multiplié par notre nombre de moles qu'on a, ben, ça me donnerait un gros 1,9 mg par litre qu'on pourrait peser. OK, en moi. Mettons 2 mg par litre qu'il faudrait aller mettre pour atteindre la solubilité. Ça, 2 mg, là, sur les balances qu'on a à l'école, c'est 0,002. Probablement que juste mettre un petit cristal de ça, ça nous amènerait en haut. Fait que la quantité qu'on peut dissoudre, là, quand on dit peu soluble, le peu, c'est vraiment, vraiment peu soluble. C'est pas beaucoup soluble. Presque rien qu'on pourrait mettre là-dedans. Est-ce qu'il y a des petites questions concernant ce qu'on vient de jaser, le petit problème qu'on vient de faire, une des étapes, une des lignes, une des colonnes, que vous n'êtes pas certaines, ou mon calcul? C'est le temps de poser cela. Oui, Simon. Ton micro est ouvert, mais on n'entend rien. Est-ce que quelqu'un entend Simon? Deux secs, ok, bon. Avant ça, pendant que tu regardes ça, j'ai une petite question. Alors, la solubilité est les concentrations et l'équilibre pour les produits. Exactement. La valeur qu'on trouve ici, le S qu'on trouve dans le fond pour notre inconnu, c'est notre solubilité. Ça se retrouve à être la valeur à l'équilibre qu'on a trouvé ici. C'est notre valeur de S carrément. Là. OK? Oui, Simon. C'était ça ma question, en fait. Ah, bon. Ben, écoute, merveilleux. 2 pour 1. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions concernant le problème? Si j'ai rien, on va continuer avec un deuxième problème que vous allez pouvoir essayer de votre côté. Donc, problème un petit peu à l'inverse, trouver le KPS du Ag2SO4, sachant que sa solubilité dans l'eau est de 1,2 fois 10 à la moins 5. Donc là, on connaît la solubilité, puis on cherche à trouver le KPS. Encore une fois, si on cherche à savoir le KPS, ben c'est sûr et certain que notre composé ici, c'est un peu soluble. Okay? Je ne vous demanderai pas de trouver le KPS d'un sel très soluble parce qu'il n'y en a pas de KPS. Donc, on sait qu'on a un composé peu soluble. On peut donc commencer à bâtir notre équation. À partir de ce moment-là, moi, je vous laisse 3-4 minutes pour compléter. On fonctionne comme d'habitude. Quand vous pensez avoir terminé ou que si vous aimeriez qu'on procède parce que vous êtes bloqué, faites juste mettre un petit crochet vert. Quand je vois qu'il y a une majorité de petits crochets qui sont apparus, ben moi, je procède. Puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez juste me les poser en ouvrant votre micro ou me les poser de façon personnelle dans le chat. Fait que je vous laisse travailler là-dessus quelques minutes, puis on se reparle après.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que vous aimeriez que je fasse 2-3 petites étapes au début, qu'on regarde le problème ensemble, ou je vous laisse encore 2 minutes? Alright, je vais vous laisser encore un petit 2 minutes quand je vais voir une. Je vais vous laisser encore un petit 2 minutes quand je vais voir une majorité de crochets verts dont on va procéder. Allons-y. Dans le tableau, on a un coefficient de 2 pour AG+. Ça va être bien important, il ne faut pas l'oublier. Lui, ça va changer pas mal notre réponse si on l'oublie. Il y a un coefficient de 1 pour l'ion sulfate, SO4, 2-. Initialement, on est toujours à 0 parce si on veut trouver la solubilité dans de l'eau, tout simplement, ben, je n'ai pas d'ions qui sont présents. On a plus 2S, étant donné qu'on a un coefficient de 2 au niveau d'Ag+, puis on a simplement plus S au niveau de sulfate. Ce qui veut dire qu'à la fin, on va avoir 2S et S pour Ag+, et SO4 2- respectivement. Ce qui veut donc dire que lorsque je viens exprimer mon équation, oh, je viens de voir qu'il y a un petit oubli, bien, on a la concentration de Ag+ au carré multiplié par la concentration de SO4 2-. Le au carré ici, on ne doit pas l'oublier parce que c'est le coefficient de 2 qui va venir faire en sorte qu'on a une concentration qui est à la 2 ici. Ce qui veut donc dire qu'on a 2S à la 2, ça c'est pour Ag+, multiplié par S, ça c'est notre SO4 2-. Bien, 2S au carré, ça fait 4S carré. 4S carré multiplié par S, ça nous fait 4S cube. Ensuite, ben, il suffit d'aller appliquer la valeur de S qu'on connaît, qui est de 1,2 fois 10 à la moins 5. Donc, 1,2 fois 10 à la moins 5 multiplié par 4. Tout ça à la 3, ça nous donne une valeur de 6,9 fois 10 à la moins 5. Si vous avez des questions, ce serait le moment de les poser concernant ce problème-là. Puis si je n'ai pas de questions, ben, on va continuer de bord. Encore un petit 5 secondes. S'il y en a qui tapent. All right. Allons-y avec la prochaine. Les ions communs. On a parlé pas mal des ions communs dans le chapitre 4, dans le chapitre 5. En fait, non plus dans le chapitre 5, je ne me trompe pas, début du chapitre 5, on a parlé des ions communs qui en avaient par exemple une base forte avec une base faible, qu'on avait un acide fort avec un acide faible. On a parlé des ions communs dans le cas des solutions tampons. Ben, on peut aussi avoir le concept d'ions communs qui serait présent dans un problème de solubilité. Okay? Les ions qui sont présents, c'est des ions qui pourraient être déjà présents dans le problème initialement. Okay? Donc, ça se pourrait que mes valeurs initiales ne soient pas de 0 comme on a vu dans les deux problèmes. Je pourrais avoir un des deux ions qui est présent ou même les deux ions qui sont présents. Puis on va devoir tenir compte de ces ions qui sont présents-là dans le problème. Mais la logique de l'équilibre va tout le temps rester avec la même chose qu'on fait. On fait notre tableau, on regarde ce qu'on a initialement, on place notre plus x, notre moins x, on regarde ce qu'on a à la fin, on exprime le tout en fonction de la constante d'équilibre.
puis on répond à la question. Donc, si on enchaîne tout de suite avec un troisième petit problème, quelle est la solubilité du AGBR dans une solution contenant 0,100 mol par litre de Br-? Là, je ne vous donne pas d'informations sur le AGBR, mais si je veux savoir si lui, c'est un peu soluble ou non, ben, il suffit d'aller voir dans nos pages 369 à 371, voir si on retrouve cette valeur-là. Okay? Si rapidement, tant que je suis gentil, je vais aller voir en même temps que les autres, voir si on peut trouver ça. 368, 369. AGBR. Ah ben oui, gadon, le AGBR, il est là. Il y a une constante d'équilibre. Cette constante-là, elle est de combien? 5,35, donc KPS. 5,35 fois 10. Oh, j'ai un petit là. Fois 10 à la moins 13. Donc, si notre AGBR possède une constante de produit de solubilité, ça veut donc dire que c'est un peu soluble, ce qui nous permet d'aller bâtir notre équation d'équilibre de solubilité. Et là, je vous laisse avec ce problème-là pour le moment. On fait un tableau, on regarde ce qu'on a initialement, on complète le tout avec la constante d'équilibre, ça va nous permettre de trouver notre solubilité. Donc, je vous laisse encore un petit 5 minutes, on fait ce problème-là, puis on se reparle par la suite. On va procéder.
À moins que vous me dites que vous avez besoin encore un petit peu de temps, mais là, ça fait déjà un bon 5 minutes. La seule petite différence avec un problème d'ion commun de ce style-là, c'est qu'initialement, on se retrouve à avoir une quantité. Donc, au lieu d'avoir 0, 0, on a 0 et 0.1 pour le BR-. C'est ce qu'on avait dans le problème. Une fois qu'on a ça, est-ce qu'on peut quand même aller dire qu'on a plus S par la suite? Okay, rappelez-vous, une des façons qu'on a vues, si d'un côté j'ai 0, ben, de ce côté-là, ça ne peut pas être le moins qui est présent. Okay? Parce que je ne peux pas avoir une valeur négative si mon point de départ est 0. En chimie, je ne peux pas avoir une quantité négative de matière. Okay? Donc, on a plus S, donc une certaine quantité qui va apparaître, et même chose pour le BR- plus S. Ici, on a tout simplement plus S parce que c'est les coefficients de 1 pour nos deux ions du côté des produits. Puis par la suite, ben, c'est de compléter le problème comme on est habitué de le faire. On exprime le tout avec la constante d'équilibre. La seule petite différence, c'est qu'ici, on va se retrouver avec une équation du second degré. Donc, avec cette équation-là, ben, on est en mesure d'aller trouver nos deux valeurs de S. On a une valeur de S qui est négative. La valeur négative, on la rejette. On garde la valeur positive, qui va être notre valeur de solubilité. Okay? Donc, la solubilité de AgBr dans une solution de BR-, ben, ça serait cette concentration-là, cette valeur-là, 5,35 fois 10 à la moins 12 mol par litre. Donc, très, très, très petit. Tantôt, ce que je vous ai dit, là, on serait à peu près dans le moins 10. Là, fait qu'on serait, quand on est autour de moins 3, c'est des milligrammes. Quand on est autour de moins 6, on est en microgrammes. Quand on est autour de moins 12, on est en nanogrammes. Là. Fait que là, c'est même plus rendu des valeurs qu'on peut mesurer avec des balances qu'on retrouve même dans des environnements très, très professionnels. C'est des quantités qui sont très, 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 très petites. Est-ce qu'il y a des questions sur la petite différence avec ce problème-là? Là? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a 0.1 ou ça sort de où l'équation du deuxième degré? Est-ce qu'il y a des questions sur une de nos étapes ici? Personne du tout, du tout, du tout? Vous êtes silencieux, comme si d'habitude vous étiez bien plus bruyant et participatif. C'est pas vrai. Là. À la fin de notre troisième semaine ensemble en classe, là, on commençait à avoir un bon beat. Là. On a eu une fin de session, le fun en live, je suis sûr et certain. C'est sûr qu'à distance comme ça, c'est un petit peu plus difficile, mais je suis pas inquiet. On va savoir en chimie de solution, gang, puis vous allez voir qu'on va avoir bien du fun. Pas la chimie de solution, chimie organique. Vous allez voir, chimie organique, c'est de loin le meilleur cours de tout le deck. Le plus le fun, les expériences sont de plus le fun, c'est du high quality class. On va procéder à notre dernière petite section, qui sont les problèmes de précipitation. On a déjà traité en chimie générale les problèmes de précipitation. Comme je l'ai dit, on avait un labo qui était pratiquement juste là-dessus. On mélangeait deux sels ensemble, on regardait après ça s'il y en avait un qui précipitait. Mais on n'avait absolument aucun calcul là-dessus. Tout ce qu'on faisait, c'est de dire, ben oui, ça précipite ou non, ça précipite pas. Là, il y avait une équation ionique nette, si, mettons, ça précipitait, mais c'était tout ce qu'on faisait. Là, on peut voir ça un petit peu plus en détail en considérant le problème comme un problème d'équilibre, ce qui va nous permettre d'aller trouver, par exemple, quelle masse précipiterait. Mais avant de voir quelle masse qui précipite, il faudrait aller vérifier, est-ce que ça précipite, oui ou non? Pour savoir si ça précipite, oui ou non, on va devoir aller passer par notre fameux quotient réactionnel. Okay? Donc, petit rappel à ce qu'on avait vu au début du chapitre 3, le quotient réactionnel, c'est le calcul de la constante d'équilibre lorsqu'on n'est pas en situation d'équilibre ou lorsqu'on ne sait pas si on est en situation d'équilibre. Okay? Donc, si, suite à un mélange de solutions, je me retrouve avec un sel qui potentiellement pourrait précipiter, bon, ben, je vais devoir aller faire un calcul de QPS pour vérifier si oui ou non ça va précipiter. Dans le fond, est-ce que l'équilibre va être déplacé vers le réactif qui est solide ou est-ce que l'équilibre va être déplacé vers les produits qui, eux, sont aqueux? Petit rappel sur comment est-ce qu'on compare déjà Q avec K. Donc, par exemple, si j'ai AgBr, on prend le problème précédent, là, ben, qu'est-ce qui se passe si initialement j'ai deux
mes deux ions qui sont présents. J'ai à la fois du Ag+, puis à la fois du Br-. Comment est-ce que je sais si du côté de mon réactif, ça va être un petit plus ou si ça va être un petit moins? Normalement, l'indice qu'on se donnait, nous, c'est s'il y a un côté qui est 0, ben on met plus. Mais là, il n'y a pas de 0 là-dedans. Fait que je ne peux pas décider, je ne peux pas utiliser ce truc-là pour dire si c'est plus ou c'est moins. C'est là que je dois utiliser mon quotient rationnel. On irait multiplier ça ensemble, puis aller comparer avec la constante, voir si c'est plus grand ou si c'est plus petit. Petit rappel, notre partie la plus facile, si notre quotient est égal à la constante, bon, ben ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, on est à l'équilibre, donc il n'y a pas de changement. Si mon quotient est plus petit que ma constante, la réaction évolue vers les produits. Dans notre réaction, nous, les produits, ce sont nos ions. Donc, si ça évolue vers les produits, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de précipitation. Parce que de ce côté-là, c'est mes ions qui sont présents. Tandis que si ça évolue vers les réactifs, bon, mais là, du côté des réactifs, nous, ce qu'on a, c'est notre solide. Donc, si ça évolue vers les réactifs, là, oui, il y aura précipitation. Fait que quand on va aller comparer précipitation, quand on va aller comparer notre quotient à notre constante, pour qu'il y ait précipitation, il faut avoir le cas suivant. Il faut avoir que le quotient réactionnel soit plus grand que la constante d'équilibre. So far, so good. Vous m'arrêtez, c'est quelque chose en gang. Moi, sinon, je continue tranquillement. Je fais mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Merci du feedback, Elisabeth. All right. Oh, je peux-tu mettre ça différemment? Oh, j'aime ça. OK. Bon, c'est un plus d'allure, ça. Premier problème. Là, avant de parler de précipitation comme telle, on va les regarder, avant de faire les calculs avec la précipitation comme telle, on va les regarder en premier lieu. Comment est-ce qu'on trouve si ça précipite, oui ou non? On mélange deux sels très solubles ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes en solution. 0,0150 mol de PbNO3,2 et 0,00350 mol par litre de NaBr. Est-ce qu'un sel précipitera? Première chose, pour qu'un sel puisse précipiter, okay, il y a deux choses qui doivent être vraies. Première chose, ben, il faut que j'ai un sel peu soluble. Donc, je dois aller vérifier dans le mélange que j'ai fait entre PbNO3 et entre NaBr, est-ce qu'il y a un sel peu soluble qui pourrait apparaître? Puis, deuxième critère, ben, il faut que mon quotient réactionnel soit plus grand que ma constante d'équilibre. Si ces deux critères-là fonctionnent, merveilleux, ça peut précipiter. Si je n'ai pas ces deux critères-là, ben, too bad, ça ne marche pas. Notre premier critère il est pas mal aussi important parce que si je n'ai pas un sel peu soluble, ben, je ne peux pas avoir la constante d'équilibre. Si je peux pas avoir la constante d'équilibre, ben, je ne peux pas avoir une précipitation. Là. Pour déterminer si ça va, si avoir un sel peu soluble ou non, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de procéder en divisant, si on veut, nos ions 1 à 1, nos sels 1 à 1, puis en regardant qu'est-ce qu'on a. En rose, on va avoir le PbNO3,2, puis en orange, on va avoir notre NaBr. Je suis un peu déçu quand je mets l'orange par-dessus le rouge, ça ne fait pas comme une couleur genre hybride, là, comme si je mettais un marqueur par-dessus un autre. OK. Pour ce faire, on va aller faire un genre de petit tableau croisé pour regarder c'est quoi les possibilités d'ions qu'on pourrait avoir. OK? En bleu, on va avoir notre petit tableau croisé. Ça, c'est des belles lignes très, très droites. Et là, on va commencer par le rose. C'est quoi les ions qui sont fournis par notre PbNO3,2? Bon, ben, dans les ions positifs, on va faire ça en bleu pour être certain qu'il n'y a pas de confusion. D'un côté, on va avoir nos ions positifs, de l'autre côté, on va avoir nos ions négatifs. Donc, en rose, l'ion qui est fourni par le PbNO3,2, ben, c'est l'ion Pb2+. L'ion négatif qui est fourni par le PbNO3, c'est l'ion NO3-.
Donc, le mélange de ces deux sels-là nous donne le PbNO3,2. Ce composé-là, ben, c'est un sel très soluble. Okay? Fait que c'est sûr et certain que lui ne précipitera pas. Là. Fait que lui, on peut tout de suite là, lui dire bye-bye, t'as pas rapport là. Si on va regarder ensuite notre NaBr, ben, l'ion positif, c'est Na+, l'ion négatif, c'est Br-. Le sel qui est formé par ces deux-là, c'est un sel très soluble. C'est ça que le problème nous dit dans les premiers 5 mots. Donc, NaBr, sûr et certain, c'est pas lui non plus qui serait un sel très soluble. Donc là, il nous reste deux autres possibilités différentes. On va les faire en vert. Parce que tout le monde sait que quand tu mélanges du orange à du rose, ça donne du vert. C'est un common knowledge. On aurait du NaNO3 ou du PbBr2. Est-ce qu'il y a un de ces deux sels-là qui est un sel peu soluble? Mais ça, pour faire, qu'est-ce qu'on fait? On sort le manuel, on s'en va voir à la page 369, 370, 371. On regarde s'il y en a un de ces deux-là qui est un sel peu soluble. Je vous évite d'aller vérifier pour garder le cours fluide. Ben, NaBr, on ne le trouverait pas. Si vous vous rappelez aussi, là, quand on a l'ion Na+, l'ion NO3-, ces deux ions-là, c'est tout le temps des très solubles. Cependant, PbBr2, lui, on le trouve. Il y a une valeur, il y a une constante d'associer à lui. Donc, on peut maintenant commencer notre problème. On sait qu'on a un sel peu soluble, on a PbBr2. Tout ce qui nous reste à vérifier, c'est est-ce qu'on a bel et bien un quotient réactionnel qui est plus grand que la constante. Donc, voici notre équation. PbBr2 est à l'équilibre avec Pb2 plus 2Br-. Et son KPS, c'est de 4,67 fois 10 à la moins 6. C'est ça que vous avez dans votre manuel. Initialement, on a du Pb2+. Il vient de où, lui? Ben, il vient de notre 0,150 de Pb2+, qui est présent initialement. On a aussi du Br-. Il vient de où, lui? Ben, il vient de mon 0,00350 mol de NaBr. Il va se diviser en Na+, par Br-, donc qui est présent ici. Donc, initialement, on a les deux. Si on a nos deux qui sont présents initialement, on peut aller calculer un quotient réactionnel, puis on peut aller vérifier si la constante est bel et bien si le quotient est bel et bien plus grand que la constante. Donc, notre quotient réactionnel, c'est la même équation que la constante d'équilibre. On fait Pb2+, multiplié par Br- au carré, ce qui nous donne la valeur de 1,84 fois 10 à la moins 7. Cette valeur-là, on doit la comparer avec la constante d'équilibre, qui est de 4,67 fois 10 à la moins 6. Dans cette situation-là, le quotient réactionnel est plus petit que la constante d'équilibre. Donc, si le quotient réactionnel est plus petit que la constante d'équilibre, ça veut dire quoi? N'égale pas précipitation. Donc, dans cet exemple-là, il n'y aurait pas précipitation. Dans cet exemple-là, il n'y aurait pas de sel qui précipiterait. On a, oui, un sel peu soluble, mais on n'a pas un quotient réactionnel qui est assez élevé. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des concentrations assez élevées pour que ça précipite. Question, Simon. Oui, alors le QPS, c'est le même calcul que le KPS, mais avec les concentrations initiales. Oui, le quotient réactionnel, c'est le même calcul, mais dans un état qu'on ne sait pas si on est à l'équilibre. Okay. On a deux concentrations initiales. Peut-être qu'on l'est, peut-être qu'on ne l'est pas, on ne le sait pas. Fait que là, on fait le calcul du quotient, on le compare à la constante, puis là, on peut dire on est rendu où là, dans notre équilibre. OK, c'est bon. Merci. De rien. Autre question. D'abord, je vais vous proposer notre dernier petit problème. Clear. On mélange deux sels très solubles ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes en solution. 0,0600 mol par litre de PbNO3,2 et 0,158 mol par litre de NaBr. Donc, on a encore la même combinaison de sels qu'avant.
mais j'ai changé les concentrations. Donc, première chose que je vous demande de vérifier, c'est est-ce qu'un sel va précipiter? Et si oui, quelle masse précipitera si le volume de la solution est de 500 ml? Donc, vous comprendrez que oui, il va bel et bien avoir un sel qui va précipiter. Ce que je vous demande, moi, c'est de me confirmer que c'est bel et bien ça qui va se passer. Fait que première étape, allez prouver, allez me démontrer qu'il y aura bel et bien un sel qui précipite en calculant votre quotient réactionnel puis en le comparant avec la constante. Puis une fois que ça va être fait, là, on va faire la deuxième partie du problème qui est la précipitation comme telle. Fait que je vous laisse un petit 2 minutes, ça ne va pas être très très long, c'est exactement le même problème qu'on vient de faire, c'est juste qu'on a des valeurs numériques qui sont différentes. Fait que je vous laisse un petit 2 minutes pour faire le calcul, pour me confirmer que Q est plus grand que K, puis après ça, on se reparle. OK, commençons par vérifier qu'il y aura bel et bien précipitation. Donc, on a la même équation que le problème précédent. PB, BR2 est à l'équilibre avec PB2 plus 2 BR-. On a encore le KPS de 4,67 fois 10 à la moins 6. Dans notre tableau d'équilibre, ce qui va changer, c'est nos valeurs initiales. On a 0,06 pour le PB2 plus et 0,158 pour le BR-. Ce qui veut dire que si on vient faire le calcul du quotient réactionnel, on arrive donc à une valeur de 1,50 fois 10 à la moins 5 versus 4,67 fois 10 à la moins 6. Ça veut donc dire qu'on se retrouve en situation où est-ce que quotient est plus grand que constante. La réaction évolue donc vers la gauche. Si la réaction évolue vers la gauche, ça veut dire que du côté des produits, je me retrouve à avoir un petit moins. OK? Donc, c'est ça que j'ai mis ici. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va avoir là pour l'instant, mais on sait qu'on a un petit moins. Okay? Donc, ça, c'est la vérification qu'il va bel et bien y avoir précipitation. Avant de continuer, je vais juste m'assurer que tout va bien pour la première étape. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, certaine de quelque chose, ou si vous voulez que je réexplique une des étapes, faites juste me le mentionner, s'il vous plaît. Je continue donc. Maintenant, là, on a un petit problème. On a un petit problème avec cette étape-là, où est-ce qu'on est rendu. Okay? C'est que là, on aurait, si on vient mettre des moins x ici, si on vient mettre moins 2x ici,
puis qu'on essaie de compléter l'équilibre pour avoir ce qu'on a du côté des réactifs, ben, on va se ramasser avec une équation du troisième degré. On va avoir quelque chose du style AX3 plus BX2 plus CX plus D intégrale à 0. Est-ce que vous avez appris à trouver les valeurs de X dans une équation de degré 3? Ou c'est pas quelque chose qui a été fait dans votre cours de maths, là? Ma phrase se terminait par un point d'interrogation, by the way. Fait que ça veut dire que c'est une question. Oui, vous avez appris comment faire ça? Moi, je sais pas les autres, là, mais moi, je sais pas comment. Là. C'est ça que je pensais, là. En moins une formule en quelque part dans notre cahier. Une formule. Bref. Ce qu'on fait, nous, c'est pas un cours de maths. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse qu'on se rentre là-dedans. OK? Fait que ce qu'on va faire, puis vu qu'en tant que scientifique, on est des paresseux avant tout, c'est qu'on va essayer de se trouver une façon d'aller se simplifier le tout pour pas avoir une équation du troisième degré. Donc, on va essayer de faire un genre de petite approximation, un petit peu semblable avec ce qu'on faisait en disant l'approximation du moins x qui est négligeable. C'est une approximation qui est pratiquement égale à la réalité, mais qui nous simplifie de beaucoup la résolution du problème. Cette modification-là, c'est que une fois qu'on a démontré que le problème, une fois qu'on a démontré que ça précipitait, ben, on va aller faire une nouvelle équation chimique, une nouvelle réaction chimique qui est la réaction de précipitation. Cette réaction-là, c'est la suivante, c'est qu'on vient simplement carrément changer de côté nos réactifs et nos produits et on remplace notre flèche à l'équilibre par une flèche unidirectionnelle. Ici, on a une réaction directe. Okay? Fait que ça, c'est notre réaction de précipitation. Puis cette réaction-là, bon, ben, précipitation, on dirait qu'il y a tout une syllabe qui me manque. Cette réaction-là, ben, c'est une réaction de stoichiométrie. Fait qu'on va pouvoir compléter ce problème-là comme un problème de stoichio que vous avez fait des dizaines de fois. Probablement peut-être même des centaines de fois dans votre vie. Fait que cette réaction de stoichio-là, ben, une fois qu'on a nos valeurs initiales, on va se demander c'est lequel le réactif limitant. Ici, c'est sans aucun doute le Br-, qui est présent en plus petite quantité. En plus, il y a un facteur de 2, donc c'est sûr et certain que c'est lui là, qui en a le moins. Le réactif limitant, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Ben, c'est lui qui, à la fin, n'en a pas. Fait que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon tableau, ce n'est pas un tableau IRS, c'est rendu un tableau IRF, un petit peu comme les réactions de titrage, là, c'est un problème de stoichio. Donc, lui, une fois qu'on sait qu'il réagit complètement, ben, on peut aller se dire qu'on va avoir moins 0.0158 de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas moins 0.0158 pour Pb2+? Parce qu'on a un ratio de 2 pour 1 pour nos deux ions. Donc, on doit aussi avoir un ratio de 2 pour 1 pour la quantité qui réagit. Puis, on doit aussi avoir un ratio de 2 pour 1 pour la quantité de PbBr qui va apparaître. Je pense pas que je suis à la bonne place, là. Oh, c'est pas super. On va le refaire quand même. OK, deuxième essai. Donc, on a une quantité de plus 0,079 qui va apparaître pour le PbBr2. Cette valeur-là ici, on a toutes laissé nos concentrations en mol par litre. On pourrait les changer dès le départ de ce tableau-là, de la réaction de précipitation. On pourrait déjà le changer en mol si on veut, puis à la fin, on aurait notre réponse en mol, ou on peut travailler le problème en mol par litre, puis à la fin seulement le convertir en mol puis en masse, ça reviendrait à la même chose. Donc maintenant que je sais que j'ai 0.0079 de PbBr2 qui va précipiter, bon, ben, suffit d'aller transformer notre nombre de moles, notre concentration en nombre de moles en faisant N égale à C fois V, donc 0.0079 moles par litre plus 0.5 litres. Ça nous donne notre nombre de moles pour ensuite faire le calcul de la masse à partir de la masse molaire. Donc, M est égal à petit m fois grand M, donc mol multiplié par gramme par mol, ce qui nous donne notre 1,45 g.
Ce qui veut dire que une fois que je fais le mélange de ces deux solutions-là, il va y avoir 1,45 g de PbBr2 qui va précipiter vers le bas. Pas pire. Vous avez une couple de numéros comme ça dans le manuel, puis ça pourrait fort bien que le numéro à l'examen final, ce soit un numéro de précipitation. Je vous dis ça de même, je sais pas, moi, il ressemble à quoi cet examen-là. -là. C'est pas moi qui l'ai fait du tout. Là. Fait que, tu sais, prenez pas ce que je vous dis pour du cash. Là. Compris? Faut que je fasse un clin d'œil, c'est assez clair. Donc, assurez-vous d'aller bien travailler ces problèmes-là. Il y en a quelques-uns là, vers la fin du chapitre 3. Et sur ce, ben, ça vient compléter notre matière pour le cours de chimie des solutions. On a eu une fin de session un petit peu différente de ce à quoi on s'attendait. Mais en tout et partout, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Je vais arrêter l'enregistrement dès maintenant avant de continuer à vous parler.